Nous voilà repartis sur la session 2. Deux petites informations pratiques d'abord. Cette session, il y aura un intervenant qui parle anglais. On leur remercie d'être là. Donc il y a des casques, il y a des interprètes. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez surtout pas. Équipez-vous d'un casque, ça rendra tout chose plus facile et compréhensible. Une dernière chose pour tous ceux qui tweetent. Depuis une petite 3/4 d'heure, on est en ligne, en streaming live, donc informez-en le peuple du tweet, le peuple de l'Internet. Tout le monde peut regarder online les conférences qui ont lieu en ce moment. Alors, la session 2, on est très heureux d'accueillir pour cette session qu'on a voulu orienter sur un thème qui nous intéresse tous, politique publique dans le financement de la création numérique. Donc, qu'est-ce que décident les politiques publiques dans ces décisions? Et pour ça, on a des personnes qui viennent de différents horizons. Tout d'abord, Guillaume Blanchot, directeur du multimédia et des industries techniques du CNC. Jason Hall, managing director de Tipster. Et après, il va nous expliquer son statut pour en parler. Il va nous raconter des choses du côté de Birmingham. C'est ça. Sunmi Peten, head of sector support of independent producers du programme Média à Bruxelles. Et enfin, Pascal Regard, le directeur général de la SACD, et Karine Elfern pour animer le débat. Merci beaucoup. Merci Bruno. Donc, on n'a pas eu de petits... je pense que c'est OK pour le son. OK. Merci à tous d'être là. Donc, on va parler à la fois en anglais et en français. Nous avons des intervenants anglophones et je vais intervenir en français. Donc on va aussi faire l'effort, je pense, de parler lentement pour qu'on puisse avoir une traduction fluide. Voilà. Donc, Monsieur Pascal Regard, je vais vous représenter. Je vais vous présenter en tant que directeur général de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD, dont vous êtes le directeur général depuis 2004. Vous présidez la Coalition française pour la diversité culturelle. Et vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre du mérite national et commandeur des arts et des lettres. Voilà, c'était ça la petite surprise. Sunmi Peten, donc nous fêtons les 20 ans du programme Média cette année, c'est important. Vous êtes directrice du secteur soutien aux producteurs indépendants, donc responsable des plans de soutien au développement des œuvres interactives. Voilà, ça fait partie donc de l'agence exécutive de la Commission européenne, EAC, Éducation, Audiovisuel, Culture. Jason Hall arrive ce matin d'Angleterre. Merci Jason d'être avec nous. Vous êtes directeur de Tipster. Donc Tipster a plus de 15 ans d'expérience dans la gestion et distribution de contenu pour mobile et a géré un fonds donc, de plus de 5 millions d'euros pour la création numérique. Et il a le rôle, ce fonds, les fonds en fait, ont le rôle d'identifier et de développer des projets, notamment un fonds associé avec Channel 4 for IP. Jason va nous expliquer donc l'actualité de ces fonds et les transitions dans lesquelles ils sont en train d'aller en ce moment. Guillaume Blanchot, merci d'être là. Vous êtes directeur du multimédia et des industries techniques du Centre national de la cinématographie. Donc on le rappelle, la mission, c'est soutenir la création, la production et la distribution des contenus. Donc avec l'émergence des nouvelles créations, on peut peut-être parler du soutien à la restructuration de son économie. On pourra peut-être aborder ce sujet. Voilà, donc Monsieur Regard, est-ce que vous voulez bien commencer la discussion avec nous en nous parlant de votre actualité, l'actualité de la SACD? Je crois que vous avez beaucoup de choses en ce moment sur le feu. Je vais vous demander de prendre votre micro. L'actualité de la SACD, malheureusement, ça se passe au Conseil d'État. On verra dans quelques minutes ou quelques heures, puisqu'on attend des décisions sur la rémunération copie privée. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit bonne. Bon, voilà. Par rapport à la création numérique, le rôle de la SACD, c'est dans le cadre de la gestion collective, c'est-à-dire la perception des droits d'auteur assurée par une société de gestion collective qui a été créée par des auteurs, qui est le conseil d'administration de la SACD n'est constitué que d'auteurs, et pour mutualiser les perceptions et s'assurer que ces perceptions sont effectives, le rôle de la SACD, c'est
dans le nouvel univers numérique qui est arrivé, ça était d'abord d'aller négocier des contrats pour assurer une rémunération des auteurs dont les œuvres sont diffusées sur les nouvelles techniques qui sont apparues, en particulier les sites communautaires. Alors ces sites communautaires, ils ont d'ailleurs commencé dans un environnement très critiqué sur le plan du droit d'auteur parce que c'était pas eux qui en étaient directement responsables, mais les internautes postaient de façon illicite des œuvres. Il y a eu des procès. Finalement, on n'a pas contesté, enfin la jurisprudence leur a reconnu la qualité d'hébergeur, mais la qualité d'hébergeur les oblige quand même, lorsque les ayants droit leur signalent des activités illicites, à retirer promptement et à faire en sorte que ce retrait soit définitif et que ça ne soit pas renouvelé. Et donc, nous, on a, comme ces sites progressivement se sont lancés, sont passés en quelque sorte d'un hébergement de programmes faits par les particuliers à un hébergement de programmes professionnels. Et les deux principaux sites communautaires, Dailymotion et YouTube. Alors je cite Dailymotion d'abord pour des raisons familiales, mais en termes financiers et de contact, le premier, je crois, c'est YouTube. Nous avons négocié avec eux des contrats, tout simplement parce qu'eux-mêmes ont passé des accords avec des producteurs qui diffusent les œuvres sur ces sites et dans beaucoup de cas maintenant avec des chaînes de télévision. C'est ainsi qu'il y a un certain nombre de chaînes de télévision dont la catch-up est reprise par les sites communautaires. C'est le cas notamment d'Arte qui est reprise par YouTube et Dailymotion. Donc nous avons commencé à négocier. Le premier accord a été conclu il y a 3 ans avec Dailymotion. Malheureusement, je ne peux pas vous en révéler les termes financiers parce que ces sociétés demandent la confidentialité absolue, mais c'est un accord classique avec un pourcentage, comme celui que nous avons avec les chaînes de télévision, c'est-à-dire un pourcentage des recettes d'exploitation. Et ensuite, après de longues discussions, nous avons réussi l'an dernier à conclure, aux côtés de la SCAM et de la DAGP, qui est la société qui gère l'image fixe, un accord avec YouTube. Alors YouTube, c'était beaucoup plus compliqué que Dailymotion, tout simplement parce que, ils sont dans un environnement juridique sur le droit d'auteur qui est différent, qui est celui de copyright, et il n'y a pas chez eux de système de perception directe des sociétés d'auteurs de l'audiovisuel auprès des opérateurs. Et deux, ils ne voulaient pas communiquer leur chiffre d'affaires. Ils prétendaient que la réglementation de l'État du Delaware dans lequel est installé Google ne leur permettait pas de communiquer à des petits étrangers comme nous leur chiffre d'affaires. Et puis finalement, à force de discussion, on a trouvé un accord qui respecte les principes du droit d'auteur, mais sur lequel je suis tenu, alors encore plus que Dailymotion, à une confidentialité absolue. Alors, nous avons encaissé de l'argent et ensuite, naturellement, le rôle des sociétés de perception est de le répartir. Et nous allons cette année faire la première répartition, alors je sais que c'est un peu lent, mais la première répartition des œuvres diffusées sur Dailymotion. Alors ça a pris du temps, parce qu'il faut obtenir toute la documentation, et la documentation sur ces sites est naturellement beaucoup plus compliquée que sur les sites linéaires comme les chaînes de télévision. Et deux, nous avons des contraintes juridiques, c'est-à-dire que lorsque nous avons des nouveaux barèmes, nous devons les soumettre pour vérifier la conformité juridique au ministère de la Culture et de la Communication, et nous devons les faire approuver par une assemblée générale. Mais nous allons commencer là les répartitions, et donc les auteurs dont les œuvres ont été diffusées sur ces sites, enfin au début sur Dailymotion, parce que YouTube c'est plus récent, vont commencer à recevoir des sommes. Alors naturellement, ça n'a rien à voir en termes financiers avec... Ils pourront peut-être s'acheter un casse-croûte à la buvette du coin, là, avec l'argent qu'ils recevront, mais ça n'a strictement rien à voir avec les sommes que nous versons au titre d'une diffusion sur une chaîne de télévision,
parce que on parle beaucoup de ces sites, mais en termes de réalité économique, ils sont encore très loin des grands opérateurs de télévision ou des télécoms avec lesquels nous avons des accords de droit d'auteur. Donc ça, c'est la première mission, c'est de percevoir et de répartir. Et nous avons fait la preuve que le droit d'auteur à la française, c'est-à-dire le principe que les auteurs ont une rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, qui a été inventé par Beaumarchais, qui a fondé la SACD en 1777, et qui a été repris dans la première réglementation, qui est une réglementation qui date de la Révolution française. Donc le droit d'auteur est un acte révolutionnaire, la protection du droit d'auteur, il faut le rappeler en ce moment. Bon. Ça prouve que ce droit d'auteur, il est quand même plastique et qui peut s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, et que nous avons aussi la capacité de faire rentrer dans le système des grands acteurs de l'Internet qui sont pour le reste soumis à un environnement juridique complètement différent. Donc c'est positif, et je dois dire que les discussions aussi bien avec Dailymotion et avec YouTube, une fois avec YouTube qu'ils ont accepté un certain nombre de principes qu'ils ne connaissaient pas forcément d'ailleurs au départ, se sont passés dans un excellent climat, et qu'on a affaire à des gens très agréables dans la discussion. Il y a des gens plus compliqués et moins faciles chez les opérateurs français dans certains cas. Voilà. Donc ça, c'est notre première mission, c'est percevoir, répartir. La deuxième mission, c'est qu'on s'est dit qu'on avait une nécessité de soutenir la création pour les nouveaux formats qui sont faits pour le web. Alors, je crois que Guillaume en parlera, parce que le CNC a aussi des actions beaucoup plus importantes que nous, parce que le CNC a naturellement des moyens publics que nous n'avons pas, bon, parce que lui, il perçoit des taxes, alors que nous ne perçons que du droit d'auteur. Mais nous avons fait deux actions, une en association avec Orange. Nous avons mis en place des bourses Orange pour les nouveaux formats dans le cadre de l'association Beaumarchais. L'association Beaumarchais, c'est l'association qui gère les fonds de la copie privée qui sont mutualisés. La loi française prévoit que 25% des ressources de la copie privée ne sont pas affectées aux ayants droit, que ce soit les producteurs, les auteurs et les artistes, mais sont réservées à des actions d'intérêt général. Et la SACD a décidé que toutes les aides individuelles transiteraient par une association extérieure, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de soupçon de collusion entre des aides individuelles et le conseil d'administration ou l'administration de la SACD. Donc toutes les aides individuelles à des auteurs transitent ou transitaient, parce qu'on a fait d'autres systèmes jusqu'à une période récente, par Beaumarchais. Et j'avais discuté à l'époque avec Didier Lombard, avec Xavier Couture, et ils étaient intéressés parce que Beaumarchais a une très très bonne expertise en matière de détection des talents. Alors une expertise qui est acquise dans le spectacle vivant, dans le court-métrage, dans le long-métrage cinématographique et audiovisuel. Et ils ont décidé de créer un fonds et d'aider l'écriture des nouveaux formats. On a eu la présentation des lauréats, une dizaine de lauréats à la SACD il y a 15 jours, et il y a des projets tout à fait étonnants qui peuvent se décliner sur le web, sur la télévision, enfin des projets interactifs, et ça fait plaisir de voir en quelque sorte une autre génération qui envahit les locaux un peu solennels de la SACD. Je dis ça pour ceux qui connaissent ce très bel hôtel particulier de la rue Balue. Voilà. Donc ça, c'est la première action pour l'écriture. On parle bien de l'écriture. Et Orange s'est d'ailleurs réservé la possibilité, s'il y a des projets qui lui paraissent très attractifs pour Orange, de les préempter pour derrière soutenir le développement et la mise en production. Et puis on s'est dit qu'il y avait une étape importante pour les auteurs de ces nouveaux formats, c'était le passage de l'écriture à un développement plus poussé, en gros la réalisation de pilotes. Et là, on a créé un fonds web 2.0
qui attribue, qui est doté de 50 000 euros avec une dizaine d'aides, donc ça fait à peu près 5 000 euros par projet, et dont l'attribution n'est pas confiable au marché, mais est confiée, parce qu'on a toujours voulu respecter ce principe d'indépendance, à des personnalités extérieures au conseil d'administration, aux organes dirigeants de la SACD, est composé de producteurs, d'auteurs, de personnalités du web. Parce que je dois le dire, à la SACD, on a quand même une chance, c'est qu'on a un administrateur multimédia qui est assez connu, qui est Alain Lediberder, qui a beaucoup travaillé, qui a été un créateur d'un des grands jeux de l'Internet quand il travaillait sur Canal+, et qui nous apporte sa grande connaissance du secteur et du métier. Là, maintenant, il est le numéro 2, je crois, d'Allociné. Ils sont en train de lancer une chaîne de cinéma par l'intermédiaire du web. Donc, nous avons mis en place ce système. Les premières aides ont été attribuées. Et puis, on verra ce que ça donne. Donc, notre activité, je résume, partout, si demain, par exemple, les œuvres sont diffusées sur Facebook, évidemment, on va aller voir Facebook pour leur demander de rémunérer les œuvres dont nous avons les droits. Ensuite, des systèmes de soutien qui sont financés par la part d'intérêt général de la rémunération copie privée. C'est pour ça que cette rémunération, qui irrigue l'ensemble de la création française, aussi bien la télévision, le cinéma que les activités théâtrales ou de musique, il est extrêmement important de la maintenir et de la défendre. Voilà. Et c'est une rémunération, je le redis, c'est pas une taxe, parce que chaque fois qu'un journaliste écrit sur la copie privée, il dit c'est une taxe. Non, le taxe c'est le CNC. Nous, les auteurs, les producteurs, nous percevons des rémunérations de droits d'auteur, pas des taxes. C'est ce qu'on appelle une rémunération proportionnelle à la non, ça n'est pas... non, c'est pas la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation, c'est le principe du droit d'auteur. Général. La copie privée, c'est tout simplement que ça a été créé en France par la loi de 85. Ça a été mis dans une directive européenne qui est la directive droit d'auteur, droit voisin de la société de l'information. C'est un système de ce qu'on appelle de licence légale, c'est-à-dire les créateurs, auteurs, artistes, producteurs sont expropriés de leur droit d'autoriser ou d'interdire, parce qu'en réalité, on voit mal comment ils pourraient autoriser ou interdire la copie chez les particuliers. Et en échange, ils sont rémunérés, la rémunération étant incluse dans le prix du support. Alors ça s'applique aux CD enregistrables, aux DVD enregistrables. Et maintenant, ça s'applique, par exemple, aux smartphones qui ont tous. Il y a un seul support qui, pour le moment, incontestablement, de par la loi, relève de la rémunération copie privée, mais y échappe, c'est l'ordinateur, et y échappe pour des raisons politiques, c'est que les gouvernements successifs voulaient encourager une politique du numérique en France et ont estimé qu'il ne fallait pas soumettre les ordinateurs. Simplement, maintenant, ça devient très compliqué puisqu'il y a l'arrivée des tablettes. Les tablettes sont soumises à la rémunération copie privée. Et il devient de plus en plus compliqué de faire une distinction entre les ordinateurs et les tablettes. Tout ça devient assez fictif. Voilà. Merci de nous avoir rappelé donc, le fonctionnement de la copie privée. Et on peut peut-être rappeler aussi que Beaumarchais, c'est ce qu'on appelle une action culturelle dans le cadre de la SACD. C'est exact, n'est-ce pas ça Ça, c'est exactement, c'est une action culturelle. C'est-à-dire c'est les fonds de la copie privée. 25% doivent être affectés par les sociétés de gestion collective qui les gèrent à des actions d'intérêt général. On a d'ailleurs créé une association pour la copie privée qui regroupe l'ensemble des sociétés de gestion collective qui gèrent ces fonds. Et sur beaucoup de manifestations, il y a un label commun, la culture avec la copie privée, qui est sur les affiches ou sur les œuvres cinématographiques, audiovisuelles qui sont soutenues par ces actions. Donc, ce qui a été formidable dans la loi de 85, qui est une loi qui a été votée d'ailleurs à l'unanimité par le Parlement français à l'initiative de Jacques Lang, c'est que le gouvernement, le Parlement et les ayants droit finalement ont accepté
de mutualiser une partie des sommes de la copie privée, 25%, de ne pas les affecter aux rémunérations des auteurs, des producteurs et des artistes, mais de les mettre dans des actions d'intérêt général de financement de la vie culturelle. Alors la copie privée, c'est 180 millions d'euros, donc 25%, vous voyez, ça fait quand même des sommes considérables qui sont réparties sur l'ensemble du territoire français, puisque je ne crois pas qu'il y ait un seul département en France qui n'a pas une manifestation qui bénéficie de ce soutien. Voilà. Merci beaucoup, Pascal Regard. Donc, on va maintenant parler de la Commission européenne, du programme Média, de la manière dont le programme est entré en faveur aussi de la création numérique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, s'il vous plaît, la situation actuelle sur la manière dont le soutien fonctionne et comment peut-être ils peuvent se compléter les uns les autres ou pas, d'ailleurs. Okay, so as I have to bring the European Je représente donc l'Union européenne et je tiendrai mon intervention en anglais, même si je parle facilement le français, comme c'est votre cas aussi. Vous avez tout d'abord mentionné le 20e anniversaire de notre programme. À titre personnel, je travaille depuis plus de 10 ans sur ce programme. Je suis donc en charge de ce programme à destination des programmes interactifs aujourd'hui, mais bien avant moi, ce projet existait déjà en fait depuis 1996 et c'était un soutien destiné à ce que l'on appelait les projets multimédia. Il couvrait la période de 1996 à l'an 2000. À cette époque, à mon avis, il était trop tôt. L'approche était intéressante car c'était la première étape du multimédia qui était soutenue à la première étape et à la deuxième étape. Première étape était donc le concept et la seconde étape était plutôt la production. Les sommes impliquées étaient intéressantes et plutôt élevées en ce qui concerne la production car elles pouvaient atteindre 250 000 € à cette époque. Et pourquoi donc ce modèle sans doute intéressant, nous pouvons en débattre, a-t-il échoué à cette époque? Eh bien, parce qu'il était une avance sur revenu. Donc nous cherchons toujours de nouveaux accords et c'est la raison pour laquelle, à la suite du nouveau programme lancé en 2001, il n'en est resté qu'un soutien pour les projets multimédia dans le cadre d'un soutien alloué aux projets individuels. Nous avons apporté notre soutien donc à des projets individuels et de 2001 à 2006, ce soutien multimédia a existé. Cependant, la quantité moyenne de projets reçus en Europe restait très minime. En 2007, nous avons reçu seulement 17 candidatures. 17 candidatures seulement. Nous avons par conséquent décidé qu'il était nécessaire de dynamiser absolument ce domaine qui présentait un potentiel manifeste. Et en 2008, nous avons par conséquent créé un plan particulier appelé aujourd'hui soutien aux travaux interactifs. À l'époque du lancement, le budget s'élevait à 2,5 millions d'euros, qui a diminué un petit peu au cours des 2 dernières années, mais nous retournerons au budget initial de 2,5 millions d'euros pour les 2 dernières années de durée du programme. En septembre, nous lancerons un nouvel appel à projet pour les 3 dernières années du programme, pour les 2 dernières années du programme, 2012 et 2013. Donc il s'agit d'un financement par projet à un minimum de 10 000 € qui peut atteindre ensuite 150 000 € pour son seuil le plus élevé. C'est une somme conséquente. Et par-dessus tout, il s'agit d'une bourse. Nous comprenons tout à fait la philosophie du développement et souhaitons nous associer au partage des risques. Nous partageons le risque avec vous. Donc il n'y a pas d'obligation de production, disons, car il y a tant d'éléments différents qui peuvent mener à la réussite d'un projet, tant d'éléments que nous pouvons partager ce risque avec vous.
C'était l'aspect historique. Il est important de bien comprendre à qui s'adresse ce soutien. Tout le monde n'est pas habilité à se porter candidat. Il s'agit d'un soutien direct à la production. Nous souhaitons soutenir des producteurs indépendants. Cela signifie pour nous que vous n'avez pas dans votre conseil une majorité de diffuseurs télévision. Je pense que c'est une définition française, vous la comprendrez tous. Bien sûr, il faut être européen, français ou européen. Les Européens peuvent participer. Donc, les 32 pays peuvent participer. La production interactive ou la production audiovisuelle sont visées par ce programme. Dans ce dernier domaine, nous sommes un peu plus ouverts. Nous acceptons des productions équivalentes, tandis que nous sommes très très stricts en ce qui concerne la production audiovisuelle. Ces dernières années, nous avons également accepté de nouvelles entreprises, des start-up, alors que habituellement, nous avions posé comme condition une durée d'existence des entreprises. Donc, à présent, vous pouvez créer une nouvelle entreprise pour votre projet. Ces entreprises doivent-elles être consacrées au contenu numérique? Oui, consacrées au contenu numérique. C'est pourquoi je parlais de contenu interactif et équivalent. Vous devez disposer d'une certaine expérience, mais ce n'est pas le problème principal qui se pose lors de la candidature. Car vous avez également intérêt à impliquer dans le développement d'un nouveau projet une personne qui dispose d'une expérience. Vous pourrez utiliser sa crédibilité, bien sûr. Nous cherchons des crédits importants, nous cherchons des acteurs en position de meneur au sein d'une équipe, mais du point de vue de l'expérience, il est assez facile d'être éligible. Un deuxième volet, le volet technique. Comme je le disais, tout le monde n'est pas en mesure de se porter candidat. Du point de vue technique, nous avons un certain nombre de conditions. Premièrement, le producteur doit garantir les droits, ou en tout cas avoir une option sur les droits avec le concepteur. Donc les droits sur le concept du projet doivent être assurés. Quel type de projet envisageons-nous? Comme je l'ai dit, depuis la création en 2008 de ce programme, nous avons chaque année opéré des modifications. Pourquoi? Parce que nous souhaitons rester en cohérence avec les évolutions présentes. De plus, en 2009, nous avons énormément réfléchi à notre repositionnement et au reciblage de ce projet, qui était à l'origine un projet multimédia, ce qui comprenait également des projets individuels et des jeux individuels en 2009. Nous avons cependant été d'avis que l'essentiel de nos activités se concentrait sur le secteur audiovisuel. Nous souhaitions donc que le secteur audiovisuel et ses acteurs aient une plus grande prise de conscience des opportunités que représente le potentiel interactif et le champ interactif. C'est pourquoi nous avons imposé une restriction au type de travaux qui peuvent être sélectionnés. Il s'agit de projets qui complètent un projet audiovisuel traditionnel, par exemple pour le cinéma ou la télévision. Ainsi, le contexte des multiplateformes et du transmédia a été ajouté à ce programme. Vous visez donc un programme complémentaire relié à une diffusion traditionnelle. Oui, il s'agit d'un projet interactif en soi, d'un contenu numérique spécialement conçu pour Internet, pour les PC ou pour des terminaux mobiles. Mais ce contenu doit être associé à un projet audiovisuel dans le sens classique, animation linéaire, série d'animation pour la télévision ou par exemple les Prodigies, c'est un exemple que je peux vous citer. Nous avons soutenu la partie interactive de ce projet. Cette évolution n'a pas fait que des heureux, notamment du côté des développeurs. Cependant, nous ne souhaitions pas les exclure. Notre objectif était de souligner, peut-être d'accroître la sensibilisation au sein du champ audiovisuel quant à ces opportunités. Nous voulions également créer des synergies. Le travail est toujours en cours. Ce n'est pas une tâche aisée.
Nous observons le phénomène suivant. Les entreprises audiovisuelles créent des contenus, des unités multimédia ou des unités transmédia. Nous sommes en cohérence avec cette évolution pour les 2 dernières années de durée, 2 prochaines années du programme. Nous avons apporté nos soutiens à environ 20 projets et il est très important de souligner qu'il ne s'agissait pas uniquement de projets interactifs qui complétaient un projet audiovisuel. Notre budget se concentre sur des prototypes, sur de nouveaux modèles. Nous avons énormément parlé ce matin de nouveaux modèles, de nouvelles opportunités. Il est important que vous présentiez donc un projet dans lequel l'approche transmédia est absolument cohérente et pertinente. Par ailleurs, nous sommes en quête d'innovation et d'originalité. Il ne s'agit pas de répéter des contenus ou des types de projets existants. Une telle caractéristique serait un handicap pour votre projet. Nous tentons, du point de vue technique, d'aborder des projets innovants. Si vous parlez de prototypes, vous parlez par exemple du travail de développement technique d'un projet? Oui, le développement technique du projet fait partie des critères d'éligibilité. C'est très important. L'originalité réside non seulement dans l'approche artistique, mais également dans le savoir-faire technique, ce qui n'est pas toujours le cas des producteurs audiovisuels. Enfin, en ce qui concerne l'interactivité est un critère. L'interactivité, selon nous, c'est le fait que l'utilisateur final puisse avoir un impact sur le contenu. Enfin, la composante de la narration doit entrer en jeu dans cette interactivité. Les projets éligibles doivent faire preuve d'un potentiel de commercialisation européenne. Donc, il ne s'agit pas simplement du potentiel publicitaire, mais bien des qualités de prototypes particuliers. Il est important que vous pensiez au modèle économique qui introduit votre projet. Excellente transition. Jason Hall a déjà fait l'expérience de ce prototype et de contenu numérique interactif. Pouvez-vous nous parler des évolutions dans votre pays? Je vais essayer de mentionner les évolutions pratiques. Je n'aurai pas le temps car nous n'avons pas tant d'heures que ça, mais du point de vue du gouvernement, nous voyons ces dernières années qu'il y a un certain nombre de structures de soutien aux industries créatrices qui ont vécu de grands changements. Nous sommes dans une période de transition. Le Conseil est l'acteur principal qui est en train de disparaître. Cela ne surprendra personne. C'était une grande surprise. C'était une grande surprise pour tous. En ce qui concerne mon organisation, j'ai travaillé avec l'une des 9 agences de projection régionale au Royaume-Uni qui a été établie par un conseil d'entreprise du Royaume-Uni. Cette organisation émerge en tant au sein du réseau Creative England. Actuellement, le financement pour les médias numériques et le fonds d'innovation pour les médias numériques est en transition et il est, on dira, en veille. Et nous espérons qu'il pourra être réactivé à la fin de l'année ou au début de l'an prochain. Ceci prendra sans doute une forme différente de ce qui a existé par le passé, notamment grâce aux apprentissages tirés de l'expérience de ces 3 dernières années. Nous allons prendre le temps, nous allons tenter de nous concentrer non seulement sur des droits comme ça a été le fait auparavant, mais sur les contenus. Vous avez accompagné des projets? Vous avez travaillé avec Tipster? Oui, avec Tipster et avec notre agence pour ce projet, nous avons impliqué un partenaire clé de ce financement qui est non pas l'aspect pécuniaire, qui est important. Bien sûr, vous voulez apporter des financements pour quelque chose et vous voulez que ce soit un projet qui tienne sur pied. Mais pour que l'investissement soit sain, il faut que les investisseurs privés et publics sachent que les partenaires sont présents, que les équipes sont présentes, que le projet est géré de manière correcte et que tout est bien en place pour que le projet puisse bien réussir.
Donc nous voyons un fonds d'innovation, un conseil du fonds d'innovation qui est extrêmement large et qui veut savoir d'où viennent les projets et lorsqu'une évolution a lieu, qui veut un produit nouveau. Ceci ne se produit pas à partir de rien du tout. Il faut donc créer des partenariats entre les différents médias classiques, numériques, les entreprises, les partenaires de distribution et penser qu'un élément clé de ce financement n'est pas juste le contenu, quel que soit ce que vous placez derrière le terme contenu. Qu'entendez-vous par propriété du patrimoine et comment faites-vous le lien avec les contenus numériques? Pourriez-vous nous mentionner une étude de cas? Bien sûr, un premier mot qui me vient à l'esprit, c'est non pas le média de patrimoine, non pas l'héritage des médias, qui est ce qui se passe au niveau des films, de la musique et des programmes de télévision. C'est un phénomène qui existe depuis longtemps, qui vit également une période de transition et qui a déjà trouvé sa voie vers le changement dans ce monde merveilleux. Cependant, les partenariats pour ces organisations s'articulent avec les producteurs actuels de médias numériques et les producteurs de contenus sociaux. Ils dépassent les frontières actuelles, ils apportent une nouvelle expertise. Et ce sont ces partenariats qui vont permettre de faire émerger des projets et ce qui va permettre de réunir des personnes issues de différents secteurs pour les faire travailler ensemble. Le meilleur exemple en est sans doute le fait que nous avons financé un projet appelé Substreet Sorrow, qui est un véritable mélange, une histoire très longue, traditionnelle, une grande intrigue au Royaume-Uni, soutenue par une grande entreprise de production. Nous avons impliqué Modlark, une entreprise de médias numériques très innovante, et Channel 4 a également participé. La télévision peut soutenir un tel projet. La production visait Roméo et Juliette qui devait être produit sur Twitter. Donc chaque personnage avait son propre Twitter. C'est ici, vous pouvez le vérifier. Oui, c'était un projet de grande ampleur. Ce qui nous intéressait, c'était la question suivante. Est-ce que Twitter, nouveau média émergent, peut supporter des formes de contenu et quelles formes? Est-ce qu'il peut non seulement diffuser des informations, mais également servir de plateforme pour la télévision, pour les films, pour d'autres médias? Nous avons donc commencé... Twitter a commencé en diffusant des informations, puis a impliqué de plus en plus les personnes pour développer des nouvelles formes de contenu. Donc actuellement, Twitter est encore en évolution et c'est cette évolution que nous souhaitions sonder et voir quel était le modèle économique qui pouvait soutenir ce projet. Vous pensez que ce projet ne serait pas paru sur les écrans sans le soutien que vous avez mentionné? Tout à fait. Nous sommes toujours dans un modèle nouveau et nous apportons une attention toute particulière à ce développement. Un point reste encore incertain. Comment pouvons-nous générer des revenus? Et si nous ne générons pas de revenus, qui va financer? Channel 4, bien sûr, a un intérêt à occuper cet espace. Les comptes Twitter des personnages sont populaires, peuvent servir de matériaux pour des émissions télévisées. C'est une évolution qui se produit déjà. Nous pouvons voir le développement d'histoires parallèles, d'histoires supplémentaires, ce qui est extrêmement créatif. Mais pour réaliser tout ceci de manière professionnelle, avec de la qualité, il nous faut investir de l'argent, notamment dans la gestion du projet. Il nous faut donc voir où seront les sources de revenus. Actuellement, vous êtes en phase de restructuration du fonds. Vous allez tenter un nouveau projet, lancer un nouveau projet? Eh bien, lorsque j'ai quitté mon siège ce matin, il y avait une proposition de candidature pour étendre la durée de ce fonds. Les financements en place couvrent la gestion, mais les négociations finales sont en cours afin de savoir quelle sera la durée d'application de ce fonds. Nous espérons parvenir à des résultats positifs, mais c'est encore incertain. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur l'actualité? Je crois qu'il y a des choses qui bougent aussi pas mal au CNC en ce moment. Ça fonctionne? Oui, je pense que vous pouvez... Il y a quelqu'un qui va venir tout de suite. Donc on va parler sans doute... Voilà, c'est bon. Voilà. Non, mais c'est pas grave.
Oui, il y a de l'actualité effectivement au CNC. Il y en a un petit peu du côté des taxes, puisque comme l'a rappelé Pascal Rogard, le budget du CNC est alimenté par des taxes qui sont perçues sur les marchés de diffusion des œuvres. Il y a de l'actualité du côté aussi des dépenses, c'est-à-dire des subventions, des soutiens que nous apportons aux créateurs, aux producteurs, et en particulier aux projets destinés à des médias interactifs ou des projets pour le web, des projets trans ou cross-média selon la terminologie que l'on emploie. Alors, je ne vais sans doute pas décrire dans le menu détail l'aide sélective à des projets pour les nouveaux médias qu'on a mis en place il y a presque 4 ans, parce que j'imagine que dans la salle vous êtes nombreux à la connaître. Je rappelle malgré tout que c'est une aide qui est destinée à la fois à des projets transmédia, donc qui associent plusieurs médias, comme son nom l'indique. En phase d'écriture, on peut aider aussi bien des auteurs que des producteurs. Et puis, il y a un deuxième volet qui est destiné à des projets purement web, en tout cas qui n'inclut pas une dimension transmédia. Et là, nous aidons les projets également en phase d'écriture, toujours aussi bien pour les auteurs que pour les producteurs, mais aussi en phase de production. L'actualité autour de cela, c'est qu'on a récemment fait autoriser cette aide par la Commission européenne, par les collègues de Sunmi, mais qui s'occupent des aides d'État, donc qui s'inquiètent de la compatibilité de ces aides avec le droit communautaire de la concurrence. Vaste sujet qui nous occupe régulièrement au CNC, nous ne sommes pas les seuls. Et là, il y a quelques mois, la Commission européenne a reconnu que ce soutien que nous apportions à des œuvres audiovisuelles interactives, à des œuvres transmédia, ce soutien est un soutien culturel. Ce qui est évidemment important pour nous à la fois, et pour vous, à la fois en termes de capacité financière, mais aussi en termes de principe. La Commission a reconnu qu'une œuvre interactive, qui n'était pas nécessairement destinée à être diffusée sur un média classique comme la télévision ou le cinéma, était une œuvre audiovisuelle, enfin pouvait être une œuvre audiovisuelle. Ce qui montre bien aussi que la Commission européenne, dans l'application de sa doctrine, peut aussi faire preuve de souplesse et d'adaptation à l'évolution de la création. Ça, c'est le premier élément. Peut-être un point que j'aurais dû rajouter malgré tout avant de passer au second point d'actualité. Vous dire que cette aide qu'on a mise en place il y a 4 ans, bientôt 4 ans, ce fonds a vu passer 700 projets, dont environ 200 ont été aidés. Pour moitié des projets transmédia et pour moitié des projets destinés spécifiquement au web. Et je rappelle également que les décisions du CNC sont prises sur avis d'une commission de professionnels, avis qui sont toujours suivis. Cette commission, et c'est sans doute une différence par rapport à ce que vient de dire mon voisin, privilégie les critères de nature culturelle, c'est-à-dire la qualité du sujet, de son traitement, de l'écriture, de la caractérisation des personnages si c'est une fiction. Bien sûr, cette commission va aussi prendre en compte des aspects économiques, le financement du projet, les perspectives d'exploitation et de revenus qui pourront être retirés de cette exploitation. Mais le premier élément qui est pris en compte, c'est bien l'aspect artistique du projet et bien sûr l'intérêt qu'il y a à porter un sujet, qu'il soit documentaire ou d'animation ou de fiction, à porter ce projet sur un média interactif, sur Internet, sur le mobile, en jeu vidéo, pourquoi pas. Voilà pour cette aide sélective, donc, qui est maintenant bien ancrée, je crois, dans le territoire des soutiens que nous apportons, dans le territoire des producteurs de contenu transmédia ou pour le net. L'autre actualité très importante pour nous et pour vous surtout est la suivante. Récemment sont parus enfin, parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ce soit le cas, sont parus les textes qui entérine l'ouverture du principal mécanisme de soutien à la production audiovisuelle aux productions pour Internet. Ce mécanisme s'appelle le COSIP, pour ceux qui le connaissent. C'est ce mécanisme quasi industriel qui a été mis en place à la fin des années 80 pour soutenir l'industrie de la production télévisuelle et qui jusqu'à maintenant intervenait justement uniquement pour le financement de programmes destinés à la télévision. Donc depuis quelques semaines, un producteur qui dispose au CNC de ce qu'on appelle un compte automatique. Compte automatique est un compte sur lequel il va accumuler des droits à subvention. Ce système peut être utilisé pour financer une production qui va être destinée à Internet. Pour le dire autrement, jusqu'à maintenant, pour mobiliser ce compte automatique, quand on fait un documentaire ou une fiction, par exemple pour la télévision, il fallait un apport en financement d'une ou plusieurs, en tout cas d'une chaîne de télévision. Désormais, pour utiliser ce compte, il ne sera plus nécessaire d'avoir
une chaîne de télévision dans le tour de table. En revanche, il faudra avoir un ou plusieurs services Internet. Ce qui est une évolution majeure qui correspond à l'évolution des marchés de la création et de la production et qui se veut faciliter l'industrialisation, on va dire, de ce type de production. Donc, à partir de maintenant, on a au CNC à la fois ce soutien automatique ouvert à la production pour Internet pour les projets qui sont financés dans des conditions qui sont proches malgré tout de la télévision, c'est-à-dire qu'il faut encore une fois qu'il y ait un apport en préfinancement significatif, et notamment un apport venant de services Internet. Et par ailleurs, on va continuer de faire tourner l'aide sélective que j'ai évoquée juste avant, qui, elle, va continuer d'accompagner des projets plus expérimentaux dans leur écriture, mais aussi dans leur modèle économique, puisque nos exigences en termes d'apport en numéraire sont beaucoup plus souples. Et quelle est la complémentarité des deux aides? Eh bien, encore une fois, si vous avez un compte automatique au CNC, si vous avez un projet qui va être, pour lequel vous pourrez attester d'un apport en financement en numéraire d'au moins 25% du projet, dont au moins la moitié apportée par un service Internet dont le métier est de diffuser des œuvres, vous pourrez utiliser votre compte automatique. Ce compte automatique, je vais le mentionner, est alimenté à raison de la diffusion des œuvres, justement. Si en revanche, vous n'avez pas de compte automatique, ou si votre projet est financé différemment, si vous avez juste quelques milliers d'euros apportés par un site de presse, par exemple, et puis d'autres sources de financement, à ce moment-là, vous pourrez venir du côté de l'aide sélective pour financer ce projet. En sachant, point technique et qui est important pour vous, c'est que cette aide sélective sert désormais de passerelle pour aller vers l'aide automatique. C'est-à-dire que si vous êtes un nouveau producteur, que vous n'avez pas de compte automatique du côté du COSIP, mais que vous avez une aide sur un projet du côté de l'aide sélective que j'ai présenté juste avant, et pour autant que ce projet soit financé dans des conditions qui respectent les critères du COSIP, notamment l'apport en financement de 25%, à ce moment-là, ce projet va générer du soutien automatique et vous permettra d'ouvrir un compte automatique du côté du COSIP. J'espère que c'est clair. Donc sans chaîne de télévision. Sans chaîne de télévision. Et une fois que vous aurez ce compte automatique, une sorte de compte d'épargne, vous pourrez, donc il sera alimenté à raison de la diffusion des œuvres, et vous pourrez le réutiliser pour faire une nouvelle production pour Internet, ou même d'ailleurs pour la télévision. Encore une fois, il y a des producteurs, dont certains qui sont dans la salle, qui ont à la fois une activité de production télévisuelle classique et de production pour les nouveaux médias. C'est un compte unique qui leur permettra à la fois de produire pour Internet et de produire pour la télévision. Juste un mot, ça veut dire que le CNC attribue une aide automatique à des œuvres qui sont diffusées sur des réseaux qui, eux, ne contribuent pas au financement du CNC pour le moment. C'est ça. C'est-à-dire, je fais une œuvre, elle est diffusée sur YouTube, Dailymotion ou Facebook, je ne sais pas. Je vais pouvoir me créer une aide automatique, mais ces réseaux-là, eux, pour le moment, ne financent pas la création. Alors, aujourd'hui, puisque Pascal veut absolument me mener sur le terrain des taxes. C'était prévu. Aujourd'hui, ces réseaux, en tout cas certains services dont l'activité est de diffuser des œuvres sur Internet, contribuent au compte de soutien. Les services de VOD payants contribuent au compte de soutien. En revanche, les services qui diffusent des œuvres sur un modèle gratuit, pour l'instant, ne contribuent pas au compte de soutien. Mais il est probable que dans un avenir proche, nous tenterons, nous essaierons, et ça nous semble dans la logique de l'évolution des marchés de diffusion audiovisuelle, de faire rentrer également ces sites qui fonctionnent sur un modèle publicitaire dans le financement de la création via le compte de soutien du CNC. Mais alors là, est-ce qu'on n'est pas purement aussi dans l'action culturelle? Et donc on en revient à la création. Les soutiens du CNC, vous savez, ils ont à la fois, ils avancent toujours sur deux jambes. Il y a à la fois un aspect culturel, un aspect industriel. On est sur des industries culturelles, créatives, dirait mon voisin. Donc on ne peut pas dissocier l'aspect économique et l'aspect culturel. Et donc l'équilibre entre les deux varie d'un type de soutien à un autre. Je dirais schématiquement que l'aide sélective qu'on a mise en place il y a 4 ans privilégie l'aspect créatif, l'aspect culturel par rapport à l'aspect économique. Le COSIP, qui est un mécanisme automatique, donc il n'y a pas d'appréciation sur la qualité culturelle de l'œuvre, pour autant que ce soit une œuvre,
penche plus du côté industriel. Mais encore une fois, il est difficile de dire qu'on fait que du culturel ou que de l'industriel. Les deux sont encore une fois intimement liés. En termes d'accompagnement au projet, j'avais envie d'aborder ce sujet, et puis on peut aussi demander aux personnes présentes dans la salle de réagir à ce qui a été dit jusqu'à présent. J'avais envie qu'on parle de l'accompagnement au projet. Est-ce que Jason ou Soumi, vous avez des exemples à nous donner, et est-ce qu'on pourrait voir comment aujourd'hui se transforment peut-être les métiers de la création, justement? Est-ce que vous voulez intervenir? J'invite la salle à préparer des questions. Il y a un micro qui doit circuler, je pense, bientôt. Voilà. Qu'entendez-vous par soutien financier? Il s'agit d'aider au développement des projets, même au-delà des premières phases, car le premier engagement en termes financiers n'est peut-être pas suffisant afin de permettre le développement du projet. C'est une question très pertinente. C'est sans doute le cas pour la plupart des financements publics qui sont disponibles actuellement. On a peut-être toujours un système qui soutient un projet jusqu'à une certaine échelle, mais qui ne comprend pas l'échelle totale du projet. Nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres investisseurs privés potentiels. Nous développons des relations avec des entreprises, avec des acteurs du domaine technique. Nous apportons un soutien et nous présentons les projets de sorte qu'au final, nous puissions mettre à disposition des financements afin de fonder une preuve de la réussite, une preuve de la demande. Et cela suffit pour permettre aux investisseurs privés ou entrepreneuriaux de participer à ce financement. Enfin, le public, nous souhaitons développer encore ce projet afin qu'il y ait plus de place faite à l'investissement privé. Un grand nombre de nos investisseurs privés apportent leur soutien, mais pas avant d'avoir suffisamment d'éléments pour être confiants quant à la stabilité du projet. En considération. Je pense que c'est pris en considération aussi par le programme Média, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, c'est pris en considération. Yes, indeed. Oui, tout à fait. Au niveau de la formation, on nous dit... Oh. Voilà, toujours la terminologie, comme vous voulez, cross-média, transmédia. Donc, il y a Power to the Pixel. Il y a, par exemple, Seize the Media. Il y a également un multi-platform Media Business School. Voilà, ça c'est des initiatives qui chaque année sont renouvelées, suivies, monitorées pour pouvoir répondre de plus en plus aux besoins, que ce soit des producteurs ou également il y a des actions de networking. Par exemple, même Cartoon dans le domaine de l'animation est vraiment très actif. Il avoue encore que c'est difficile, mais il est très actif justement à mettre ensemble et pour qu'il y ait un vrai échange entre les développeurs d'une part et le monde de l'animation. Très bien. Est-ce que sur l'accompagnement de projet, vous avez des questions, oui? Ou sur les interventions, bien sûr. Une question pour Monsieur Regard. On va vous entendre dans un instant. Je vous réponds si vous parlez dans le micro, parce que je n'ai pas encore de sonotone. Oui, je ne sais pas. Oui, c'est une question pour Pascal Regard, c'est Catherine Wright du film français. Vous parliez de Facebook, et justement, il y a déjà une fiction financée par Arte qui a été diffusée sur Facebook, 60 secondes, et je me demandais donc si les auteurs sur ce projet touchaient des droits d'auteur, et justement, où en êtes-vous dans vos négociations avec Facebook, quoi, Je pense pas qu'on ait encore de négociations avec Facebook parce que honnêtement, vous m'informez qu'ils ont diffusé une fiction, mais c'est par rapport à leur activité, c'est complètement marginal, à la différence des deux autres sites communautaires dont j'ai parlé. Les droits d'auteur, de toute façon, une partie des droits d'auteur sont réglés par les producteurs et passent par les contrats que les producteurs passent avec les auteurs. Nous parlons des droits de diffusion qui sont en gestion collective et nous allons incessamment engager des discussions avec cet opérateur, comme nous pouvons en avoir avec tous les autres, puisque évidemment, nous devons avoir un environnement de concurrence loyale entre des opérateurs qui font la même chose, c'est-à-dire qui diffusent au public des œuvres en les faisant financer par de la publicité, parce que tous ces systèmes
vivent de la recette publicitaire. La grande différence, c'est qu'une partie de ces opérateurs sont, grâce à Internet et à cause des règles européennes, localisés dans des pays où, évidemment, ils échappent aux impôts du pays où ils font la prestation de service, par exemple la TVA, et où ils échappent à toutes les règles favorables au financement de la création. Donc il va falloir, comme l'a dit le président de la République, avoir un Internet civilisé, c'est-à-dire faire en sorte que l'Internet fonctionne dans des règles de concurrence loyale entre des opérateurs. J'invite les journalistes à lire l'excellent papier qui a été fait par Jean Arthuis dans le nouvelobservateur.com, où il vous explique les circuits par lesquels passent les ressources collectées par Google. Il y a une sorte de circulation par des paradis fiscaux qui est extrêmement intéressante. Et moi, je pense que lorsqu'on est une société de ce niveau, c'est-à-dire quasiment, disons, le numéro 1 mondial de la collecte de la publicité sur Internet, en tout cas par les systèmes des mots-clés, on se doit d'opérer de façon loyale par rapport aux autres opérateurs qui, eux, collectent, et c'est le cas des opérateurs audiovisuels, qui collectent de la publicité, payent les impôts dans les pays où ils exercent leurs activités, rémunèrent les auteurs et au surplus, comme en France, payent les contributions qui financent le CNC et qui donc permettent de soutenir la création, parce que je rappelle, si le CNC a des taxes, s'il pense à étendre dans certains cas les taxes, ce n'est pas pour le plaisir des fonctionnaires du CNC, c'est pour financer les activités. Et je trouve formidable qu'il ait en quelque sorte devancé les financements réels du secteur de l'Internet pour aider ces nouvelles formes de création qui ont l'avantage d'enlever un certain nombre de barrières, c'est-à-dire de permettre aux créateurs, et en particulier aux plus jeunes d'entre eux, d'accéder directement au public sans passer par les comités Théodule, machin ou choses de programme, et dans certains cas d'avoir une reconnaissance du public vérifiable, extrêmement importante. Donc ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons pas Facebook opérer sans acquitter les droits. Et s'il n'acquitte pas les droits, nous utiliserons les voies juridiques qui nous sont offertes. Donc on n'en est pas encore là. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Oui, merci. Oui, bonjour madame, une question au niveau européen. Dans le programme média, pour un film, une fiction, un long métrage, je crois que les conditions, c'est tourner dans 3 pays pour avoir accès au programme européen de financement. Comment vous allez définir la notion européenne d'un programme interactif, transmédia, cross-média? Quels sont les critères européens? Il faut des caractères, des personnages européens, des sociétés européennes. Bon, en ce qui concerne le développement, pardon, je voulais tout de suite répondre. Bon, je vais répondre un petit peu par secteur parce que je ne connais pas cette règle vraiment en fait. Elle me dit rien. C'est en termes de financement des longs métrages de cinéma sur l'aide. Mais ça, je pense que c'est peut-être dans la distribution qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'est les groupements. Mais en tout cas, en développement, il n'y a aucune, au niveau de la création, il n'y a aucune. Voilà, c'est la société qui doit être européenne, d'une part. Par contre, il y a des grilles de notions d'œuvres européennes, mais c'est les grilles normales qui sont appliquées pour le soutien en diffusion télévisuelle. Là, c'est une aide à la production, mais d'œuvres télévisuelles. Et de nouveau, là, il n'y a pas de conditions qui sont liées au tournage, elles sont juste liées à la présence de 3 diffuseurs. Que les modalités vont être différentes en fonction de l'appel à projet auquel vous répondez ou du fonds auquel vous postulez. Il n'y a aucun prérequis par rapport à ça. D'accord, et on n'a aucune intention d'établir de tels critères. Ce que j'ai retenu qui était très intéressant, c'était le fait que l'entreprise européenne qui va postuler donc, à ce fonds peut être une start-up. Donc ça veut dire qu'elle peut être très jeune. Et ça, c'est important. Les œuvres interactives uniquement, voilà. on a Ça, c'est vraiment nouveau et important ça, à noter. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans la salle sur... Oui. Une question technique rapide pour Pascal. Une question technique rapide pour Pascal.
Vous avez mentionné le fait que vous avez disposé déjà de contrats vous permettant de dégager des revenus ou des droits d'auteur pour Internet. Est-ce que ceci concerne uniquement le pays, la France? Est-ce qu'il s'agit uniquement de clics réalisés sur votre contenu en France ou est-ce que c'est à échelle mondiale? Plus concerne le site pour YouTube, youtube.fr. Donc la partie française et les revenus publicitaires collectés en France. Tout simplement parce que YouTube, Google a conclu avec d'autres sociétés d'auteurs en Allemagne, en Italie, en Espagne, des accords similaires. Et donc la diffusion, par exemple, des œuvres françaises sur l'intermédiaire de YouTube en Espagne sera, comme l'est actuellement la diffusion pour les chaînes de télévision, la rémunération nous sera reversée par la société de gestion collective située dans le pays de diffusion. Aux États-Unis, le système est un peu différent puisque le système ne s'est pas bâti sur le droit d'auteur, le système de rémunération des auteurs, mais en quelque sorte sur le droit du travail. Et les auteurs ont conquis leurs droits par des luttes syndicales et par des grèves. Il y a eu récemment une grève, il y a 2-3 ans, une grève très longue des scénaristes américains pour la rémunération de ce qu'on appelle les résiduals, c'est-à-dire les droits complémentaires sur l'Internet. Et aux États-Unis, où la production, à la différence de l'Europe, est extrêmement concentrée, c'est-à-dire c'est quelques sociétés de production qui concentrent l'essentiel des droits. Les guildes, c'est-à-dire les sociétés de gestion collective de scénaristes et de réalisateurs, ont des contrats avec les producteurs. Donc elles ne traitent pas directement pour la partie audiovisuelle avec les diffuseurs au stade final, comme nous le faisons, mais elles ont des accords avec les producteurs qui leur reversent une partie de leurs revenus. En tout cas, le système que nous, les accords que nous avons conclus en France, ils sont conclus dans les autres pays d'Europe à la condition, pour les œuvres audiovisuelles, alors pour la musique ça va être dans tous les pays, mais pour les œuvres audiovisuelles, à la condition qu'il y ait dans ces pays des sociétés de gestion collective qui détiennent des droits d'exploitation, parce que dans certains pays, l'ensemble des droits d'auteur sont cédés aux producteurs. Il n'y a pas de gestion collective, sauf pour quelques exploitations comme la retransmission par câble ou la rémunération copie privée, qui sont, de par la réglementation, obligatoirement en gestion collective. Et dans ce cas, les auteurs doivent courir derrière le producteur. Et en général, ils ont beaucoup de mal à obtenir une véritable rémunération proportionnelle. Je leur souhaite bien du courage. On va les aider. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? On a abordé donc l'aspect de l'accompagnement au projet, peut-être une refonte aussi au niveau des métiers, de l'exercice de son métier. Je pensais aborder cette thématique. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur la prise en compte des nouveaux métiers liés au numérique? Est-ce qu'on en parle en commission? Comment tout ça va s'articuler? On a toujours donc une sorte de chef de projet qui est un producteur qui dépose un projet, mais bon, on voit aujourd'hui que maintenant il y a aussi des auteurs qui portent un projet. Comment vous considérez les choses? Est-ce que c'est un sujet dont il faut parler déjà? Yes. Pour commencer, je soutiens tout à fait le travail de la SACD. Mais si vous pensez que les revenus dégagés par les frais de licence ou par les droits d'auteur, si vous considérez que ceci est un modèle économique suffisant, c'est sans doute une idée qui ne correspond pas à notre réalité. Il nous faut considérer d'autres modèles économiques qui génèrent des revenus, par exemple ceux mentionnés en lien avec la publicité. Concernant la collaboration et l'incitation pour les contributeurs, nous aidons les entreprises créatives à avoir leur place sur le marché en regardant au-delà du placement par les distributeurs traditionnels, en regardant au-delà des entreprises de télévision et des distributeurs de cinéma traditionnels.
Je travaille par exemple avec des entreprises de production télévision de grande importance qui créent du contenu pour le système de santé. Nous voyons que là où ils savent que habituellement sur le marché ils peuvent s'impliquer avec tel ou tel type de partenaire, leur premier critère n'est pas celui du contenu, sans quoi il est possible qu'ils aient des contenus tout à fait secs et tout à fait ennuyeux qui ne seront pas regardés. Nous voyons au Royaume-Uni et dans notre région qu'il y a des producteurs de contenu à leur service qui ont peut-être qui sont peut-être des précurseurs et fournissent le premier phénomène de ce type à destination du Service national de santé. Qu'est-ce qui fait que les partis sont impliqués? Eh bien, c'est l'engagement et c'est la recherche, c'est la sécurité d'une distribution et c'est le fait de vouloir passer le message. Nous voyons donc que les producteurs de contenu créatif peuvent vraiment penser au-delà des critères évidents en valeur jusqu'à présent. Concernant le projet, c'est effectivement une question d'importance. Nous recommandons toujours de mener une collaboration avec d'autres partenaires qui peuvent apporter de nouveaux éléments en termes de contenu, de technologie, mais aussi de distribution. On voit qu'une question nouvelle restera toujours innovante et nous avons des discussions quant à la répartition du partenariat. Cependant, ces discussions créatives, nous ne voulons pas être des obstacles, nous souhaitons encourager la créativité. De créativité collaborative avec tous les problèmes que ça engendre. Guillaume ? Oui, effectivement, dans les discussions que la commission qui sélectionne des projets a régulièrement, puisqu'elle se réunit 5 ou 6 fois par an, on voit bien que, de manière générale, les bons projets, en tout cas à ses yeux, sont le plus souvent des projets qui réunissent une équipe de création pluridisciplinaire, donc avec des auteurs littéraires, graphiques, avec des designers web, avec des story architectes, comme on dit en français, avec des gens qui viennent du jeu vidéo, avec des photographes, avec des journalistes. Alors, tous les projets, évidemment, ne réunissent pas une équipe comme ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a une pluralité de compétences qui sont réunies dans ces projets-là, en tout cas dans les projets qui sont le plus souvent qualifiés, sinon d'aboutis, du moins de créatifs. Ensuite, il reste un point important, je crois, c'est que sans une bonne écriture, un bon projet multimédia interactif, aussi bien fichu soit-il, ne séduira pas la commission et ne séduira sans doute pas les autres financeurs, notamment les diffuseurs. Donc il y a quand même avant tout une qualité d'écriture qui est essentielle dans notre monde audiovisuel. Et ensuite, effectivement, il faut des compétences autres pour pouvoir porter un projet bien écrit sur différents médias, sur un média interactif, sur la télévision, bref, pour faire quelque chose qui répond bien à la promesse. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, le plus souvent, enfin c'est pas le plus souvent, il faut toujours un projet extrêmement bien écrit. Sinon, il paraîtra comme étant un petit peu artificiel. Et j'allais dire qu'on est passé en 4 ans d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'au début, on avait des projets très très bien écrits, littérairement, j'entends, mais pour lesquels on ne comprenait pas quel était l'intérêt de les développer sur des médias interactifs ou de les développer selon des logiques transmédia. Aujourd'hui, on a des projets, je ne parle que des projets qui déçoivent la commission. Aujourd'hui, on a des projets qui, à l'inverse, sont souvent très bien élaborés en termes d'interface, de schémas de circulation d'audience, d'association des marques ou que sais-je, mais qui parfois pêchent un peu par leur qualité d'écriture. Donc bien sûr, il y a des très bons projets, il y en a eu des très bons au début, il y en a des très bons aujourd'hui, mais j'allais dire que majoritairement, les projets qui sont recalés aujourd'hui répondent à ces petits défauts que je viens de décrire. C'est très important de le souligner. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur la particularité de la créativité ou l'écriture multiplateforme, comme on pourrait dire? On a aussi un problème de vocabulaire, il ne faut pas le cacher, que ce soit en anglais ou en français. Donc on est tous en train d'essayer des mots, on fait des tentatives. Tiens, aujourd'hui je vais dire ça, demain je vais dire un autre mot pour la même chose. Donc je crois que le vocabulaire, ça fait partie aussi de la famille de la culture, donc c'est aussi une part de créativité. Et puis quand on aura tous ensemble parlé donc, de tous ces mots de vocabulaire qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir travailler ensemble, peut-être qu'on sera dans une écriture collaborative. Est-ce que donc il n'y a pas d'intervention dans la salle? Est-ce que je peux m'adresser donc à nos invités? Est-ce qu'en termes d'écriture collaborative, c'est quelque chose? Est-ce que on en parle, Monsieur Regard? Est-ce qu'on en parle auprès des auteurs de la SACD? L'écriture collaborative, ça n'a rien de nouveau. Hein. C'est un système
qui existe énormément aux États-Unis, en tout cas pour les séries, puisque les séries sont faites comme ça, et les auteurs travaillent sur les séries comme ils vont au bureau. Et certains sont d'ailleurs spécialisés dans des personnages, dans l'écriture de personnages. Ils vivent avec leurs personnages pendant des dizaines d'années, pour certains. En France, on a eu un peu plus de mal sur ce système, parce qu'il y a une tradition qui vient sans doute du cinéma de l'auteur individuel et qui était liée aussi aux 90 minutes. Bon. Mais avec l'arrivée de la série et en particulier sur les formats 26 minutes, alors qui ont du mal à s'implanter, mais il y en a un qui est un grand succès, c'est Plus belle la vie. Là, on est dans des systèmes d'ateliers d'écriture, pareil pour le village français. Donc le système de travail en commun pour l'écriture de scénarios, il est totalement lié à la nature de l'œuvre que l'on veut faire. Donc ça ne sert à rien et c'est pas utile pour un 90 minutes, un téléfilm unitaire. C'est absolument nécessaire pour des séries où il faut fournir tous les jours 26 minutes, évidemment. Bon. Et c'est aussi une méthode d'écriture pour des séries de 52 minutes qui ont tendance à se développer. Et c'est d'ailleurs amusant parce que dès quand je suis arrivé à la SACD, je ne citerai pas son nom, mais il y a un patron d'une très grande chaîne qui m'a dit le grand problème pour créer à la télévision, c'est le droit d'auteur, parce que j'ai une série, je vais diffuser une série de 26 minutes qui va être un énorme succès et j'ai tous les décors qui sont là et les auteurs refusent de continuer à écrire la suite. Bon. Alors, je lui ai dit, mais est-ce que vous aviez pris quand même la précaution au moins de leur signer un contrat d'option et puis avec le contrat d'option de mettre quand même un chèque quand on réserve quelqu'un. Ah non, j'y ai pas pensé. Or, il s'est avéré que ce succès a été, cette série a été un bide complet, qu'ils ont dû détruire les décors et que je pense qu'ils n'ont même pas arrêté, ils n'ont même pas diffusé tous les épisodes qui avaient été tournés. Donc finalement, il avait fait une bonne affaire de ne pas faire le contrat d'option aux auteurs. Mais à la SACD, on règle constamment des problèmes. À la fois, ça peut être sur des unitaires ou des séries, mais on a trouvé des formules sur les ateliers d'écriture. Et j'ai d'ailleurs, quand je suis arrivé à la SACD, modifié les barèmes de la société, les barèmes de répartition, parce qu'à l'époque, les 26 minutes comme Plus belle la vie étaient classées en catégorie 2 ou en catégorie 3. Donc c'était des sous-œuvres. Bon. Et j'ai dit, mais c'est pas normal. J'ai reçu des auteurs de Plus belle la vie et je leur ai donné raison parce que c'était pas normal. Plus belle la vie est au cœur de l'audience de France 3. L'audience, à l'époque, il y avait la publicité. L'audience génère les ressources de France 3. Et nous avons une rémunération proportionnelle aux ressources de la chaîne. Donc il n'était pas logique que ces auteurs soient pénalisés. Et donc on a mis fin à ce type de barème. Et maintenant on a des barèmes qui sont fonction des tranches horaires, sachant que, évidemment, les chaînes programmeront les programmes les plus coûteux aux heures où le spectateur est devant sa télévision. Donc le droit d'auteur à la française, il est en réalité extrêmement souple et plastique et il peut s'adapter à tous les genres, à tous les formats et je pense qu'il résistera à l'univers numérique. Donc y compris en collaboration sur des œuvres interactives. Ah il y a l'interactivité. Alors sur l'interactivité, il y a un autre problème, c'est que quand vous basculez dans l'univers du jeu vidéo, l'univers du jeu vidéo est un univers où on ne respecte pas le droit d'auteur au sens du droit d'auteur classique. C'est un domaine où ce qu'on applique, c'est le système de l'œuvre collective. Le système de l'œuvre collective, qui est le système qui a été conçu, par exemple, pour les dictionnaires,
c'est un système où celui qui a le droit d'auteur, c'est le producteur. Donc c'est un système qui ressemble tout à fait à celui du copyright. Et c'est assez curieux parce que l'animation, qui est tout aussi complexe en termes de droit d'auteur, parce que dans l'animation, il y a un réalisateur, il y a des gens qui créent il y a des graphistes, des gens qui inventent les personnages, et complètement dans le système classique de droit d'auteur, alors que la vidéo ne l'est pas, pour des raisons assez curieuses, puisque les studios de vidéo disent s'il y a le problème, s'il y a du droit d'auteur, comme on a besoin d'avoir des contrats avec des sociétés étrangères pour financer les œuvres et assurer une diffusion internationale, nous ne pourrons pas sécuriser les œuvres. Mais c'est totalement faux. Les grandes œuvres d'animation françaises ont leurs droits totalement sécurisés et il n'y a pas de problème d'exploitation à l'étranger qui serait lié au droit d'auteur. Et c'est un sujet qui naturellement devrait être traité parce que c'est assez curieux que du côté des pouvoirs publics, et je pense que le CNC va s'y mettre, on traite le jeu vidéo, enfin une partie des jeux vidéo comme des œuvres culturelles et qu'on leur donne les aides réservées aux œuvres culturelles et qu'on leur applique un régime de copyright côté droit d'auteur. Je trouve que là, il y a une distorsion. Si ce sont des œuvres marchandes, qu'ils soient traités comme les marchands et qu'ils ne bénéficient pas des systèmes de soutien réservés à la création, bon, ça ne me choquerait pas. Et s'ils sont du côté des œuvres de l'esprit et des œuvres culturelles et aidées comme telles, bien évidemment, ils doivent respecter les principes du droit d'auteur, quitte à ce que ces principes puissent être éventuellement adaptés aux particularités de ce type d'œuvre. Merci d'avoir abordé le sujet de la gestion des droits en jeux vidéo, Guillaume. Juste un point, une mission sur cette question vient d'être confiée à un parlementaire par le gouvernement. Il va entamer ses travaux dans les jours qui viennent. C'est une bonne nouvelle alors. Bien sûr. On a plein de scoops. C'est une bonne nouvelle, surtout que lorsque le crédit... Oui, enfin c'est d'autant plus une bonne nouvelle, c'est que lorsque le crédit d'impôt pour le jeu vidéo avait été voté et n'était passé à Bruxelles que grâce au côté culturel, parce que sinon il n'y aurait pas eu de crédit d'impôt, il avait été prévu qu'un rapport au bout d'un an serait rendu sur l'aspect droit d'auteur. J'attends toujours. Donc on a eu des échanges intéressants, peut-être pas beaucoup avec la salle. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? On va devoir clôturer, il est l'heure. Si une personne dans la salle souhaite intervenir sur n'importe quel sujet, nous sommes à votre disposition. Et sinon, on va demander donc peut-être à aller rejoindre les autres participants pour la séance de networking, je crois qu'elle arrive juste derrière. Donc je vous remercie. Oui, alors c'est quoi? C'est faire du réseau. C'est pire. C'est pas mal, faire du réseau. Donc, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite. Et puis, je sais que vous avez encore des rendez-vous, des activités ici ou en dehors. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette discussion dans les prochains mois. Merci encore à tous. Et bonne fin de journée. C'est fini ou pas? Merci beaucoup, merci à tous. Une petite chose pratique avant que vous quittiez la salle, bien penser à rendre vos casques en sortant, s'il vous plaît. Comme ça, on pourra les réutiliser. Un grand merci aux intervenants et à l'animatrice. Et puis, je vous donne tous rendez-vous en bas des marches pour un déjeuner à partager ensemble avant de nous retrouver ici pour un troisième débat sur l'écriture numérique, Révolution en marche, qui démarrera dans 1h30. À tout à l'heure, bon appétit.